Donc, merci à vous tous de votre présence ce soir. Merci de votre intérêt pour l'événement. En fait, les résultats sur les recherches sur l'éthique, qui est un sujet quand même assez présent dans notre quotidien et dans nos bulletins d'information. On a la chance d'avoir des chercheurs qui ont travaillé avec nous, puis ils vont vous donner des résultats et des informations très concrètes. D'entrée de jeu, je suis dans l'obligation de vous informer que la rencontre de ce soir est enregistrée et qu'elle sera ajoutée à notre site Internet. Donc, si vous préférez, la plupart des gens ont gardé la caméra fermée, il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez l'ouvrir, c'est le fun de voir des visages, mais si vous souhaitez garder des caméras fermées, il n'y a aucun problème. Au niveau des questions, les questions se feront, la période de questions se fera à la fin. Le fonctionnement, on vous demandera d'utiliser juste à côté du petit emoji, le lever la main. Donc, à la fin, quand vous allez avoir une question, ce qui nous permet de voir l'ordre des gens qui posent les questions. Donc, ma collègue Maria donnera accès, un droit de parole en fait en ordre. Elle ouvrira votre micro parce qu'en ce moment, tous les micros sont fermés pour une meilleure logistique pour notre présentateur. Donc, vous pourrez poser votre question. Puis, c'est important par la suite d'aller retirer la petite main. Sinon, on continue de penser que vous avez encore une question. Jusque-là, je pense que tout va bien. Je vais donner la parole à ma collègue Maria qui vous présentera un peu la genèse de tout ce projet. Maria, je te laisse la parole. Merci Amélie. Bonsoir tout le monde. Moi, je me présente. Je suis Maria Hernandez. Je travaille pour la ville de Bromont comme chef de division en environnement. Ce soir, comme Amélie vient de l'expliquer, la présentation concerne les résultats du projet de recherche sur la prévention de la maladie de Lyme réalisé à Bromont de mai 2019 à septembre 2021. Avant d'aller plus loin, il faut souligner que le projet a été rendu possible grâce au financement de la ville de Bromont, de la MRC Bromé-Sisquois, des fonds de recherche du Québec, l'Institut national de santé publique du Québec. Ici, je dois souligner aussi qu'il y a plusieurs contributions de nature réalisées par les experts et collaborateurs, particulièrement l'Agence de santé publique du Canada, Chutes de l'Estrie et l'Institut national de santé publique du Québec. Avant de laisser la parole au Dr Jérôme Pelletier, je dois vous annoncer deux nouvelles. En la première lieu, il faut souligner que nous avons un article qui rapporte les résultats de l'étude qui a été réalisée à Bromont. C'est vraiment publié dans la revue scientifique qui s'appelle Tick and Tick-Borne Disease. Je vous envoie tantôt les liens sur les chats. Les résultats qui sont dans des rapports sont les mêmes résultats qui ont été expliqués l'année dernière, je pense 2024, si je ne me trompe pas. Ce sont les mêmes résultats qui ont été partagés avec la population. Deuxième nouvelle pour vous ce soir, c'est que Jérôme Pelletier, le docteur Pelletier, c'est lui qui nous accompagne ce soir. C'est lui qui a dirigé les travaux terrain à Bromont. C'est lui le responsable de tout le travail terrain que nous avons, que les chercheurs ont réalisé. Et aujourd'hui, Jérôme, 2025, a déniché un emploi à l'Université de Sherbrooke dans l'équipe des docteurs Carignan. Donc, ça nous permet aussi d'aller plus loin dans le sens que Jérôme va contribuer dans la recherche, de nouvelles opportunités dans la région. Je vous invite aujourd'hui, si vous avez des questions, à poser vos questions. Nous avons ici l'expert, le spécialiste, dont je cède la parole ce soir à Dr Jérôme Pelletier. Merci beaucoup pour la présentation. Avant de partager mon écran, je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez bien tous et toutes, que le son est bon. Le cas échéant, je vais monter le son de mon micro.
Fait que je ne vois pas d'objection ou d'intervention, donc je vais partager mon écran avec vous. Laissez-moi un petit instant. Je vous ai préparé une présentation d'à peu près une vingtaine de slides que je veux rentrer en à peu près 30 minutes avec vous pour laisser un peu de temps pour les questions. Et voilà, là, je vais essayer de me mettre en mode présentateur. Si Teams me laisse le faire. Est-ce que vous voyez bel et bien ma présentation ou vous voyez le mode présentateur? Parce que moi, je ne vous vois pas, vous allez devoir me le dire. Ce qu'on voit, Jérôme, là, on voit bien. Moi, je vois bien. C'est Amélie de la ville de Bromont qui parle. Parfait. Moi, Vous voyez je suis satisfaite de ce que je vois. Vous voyez, autrement dit, vous voyez ma présentation avec mon titre. Absolument. Avec la Très date bien. 8 juillet 2025. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Donc, un peu comme, comment dire, pour faire un petit wrap-up de ce qui vient d'être dit dans les 5 dernières minutes, effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche qu'on a fait à Bromont sur la prévention de la maladie de Lyme, mais on va mettre l'accent par rapport à un volet du projet qui concernait le traitement des souris avec un produit acaricide, donc un produit que je vais qualifier d'antitique pour éviter de jargonner tout au long de la présentation. Puis c'est un projet que vous voyez la structure de financement, là, les autorités municipales ont grandement contribué. Il y a des fonds de recherche aussi qui ont aidé à ce projet-là. Il y a des contributions aussi de la santé publique. C'est un projet qui a été mis de l'avant par une grande équipe de chercheurs, donc énormément de chercheurs de l'Université de Montréal, mais aussi des collaborateurs d'autres institutions comme la direction de la santé publique de l'Estrie et de l'Agence de la santé publique du Canada aussi. Puis évidemment, l'équipe de la ville de Bromont nous a aidés là, tout au long du projet, comme les activités avaient lieu sur son territoire. Et en plus de ça, il y a eu des stagiaires, des gens qui sont passés ici et là, sans qui là, ce projet-là n'aurait pas pu être possible. Puis évidemment, là, on prend le temps de tous et toutes les remercier. Moi, pourquoi je suis là? Ça a été un peu mentionné, mais j'aimerais ça vous faire un peu mon parcours. Dans le fond, j'ai fait un doctorat en médecine vétérinaire. Par la suite, j'ai fait un doctorat en sciences vétérinaires, option épidémiologie, dans lequel j'ai dédié mes travaux de recherche là, de 2016 à 2024 à la prévention de la maladie de Lyme, donc au contrôle de son risque dans l'environnement. Ça fait partie des raisons, c'est ce développement professionnel-là qui a fait en sorte par la suite que j'assure la coordination des travaux sur le terrain à Bromont par rapport au traitement des rongeurs. J'ai fait une petite pause ensuite. Je suis allé diriger un centre de recherche au Nunavik pour, aller chercher certaines cordes à mon arc. Puis, comme Maria le dit, là, maintenant, je suis chercheur postdoctoral en médecine et sciences de la santé. Je fais de l'épidémiologie un peu plus clinique avec Dr Carignan, que vous avez peut-être vu là, passer dans les médias, à la chaire de recherche sur la maladie de Lyme et les zoonoses émergentes. Le projet de recherche à Bromont. Objectif principal, réduire le risque de maladie de Lyme sur le territoire de la ville de Bromont. Le projet s'est déroulé de 2019 à 2022. Il y avait 2 volets. Donc, un volet plus prévention chez les humains. Donc, assurer la transmission des connaissances par rapport aux tiques, à la maladie de Lyme, la transmission des connaissances aussi par rapport aux mesures préventives qu'on peut s'appliquer à soi-même pour réduire la piqûre par une tique infectée puis réduire la transmission de l'infection. Ce volet-là était plus dirigé par Dr Annie Zenslin puis Liliana Pothès, qui était une étudiante sur ce projet-là. Puis moi, j'ai plus travaillé sur le volet numéro 2, où là, on s'intéressait aux souris. Les souris, pour vous mettre en contexte, ce sont les animaux qui vont porter l'infection dans la nature, et c'est les souris qui vont transmettre l'infection aux tiques avant qu'elles puissent vous la transmettre à vous. Tout au long de la présentation, je vais parler de la tique de manière générale, mais la tique qui nous intéresse, son petit nom scientifique, c'est Ixodes scapularis. Ça se peut que je l'appelle comme ça aussi, j'en ai l'habitude. Puis l'agent qui cause la maladie de Lyme, que les souris portent, c'est la bactérie Borrelia burgdorferi. Ça se peut aussi que je nomme son petit nom fréquemment là, durant la présentation. J'en ai l'habitude. Bon, à partir de là,
réduire le risque de maladie de Lyme dans l'environnement, diminuer la présence des tiques dans l'environnement. C'était ça notre objectif. Ben, il faut aussi, à partir du moment où on se donne ça comme objectif, déterminer elles sont où les tiques, où on trouve le plus de tiques dans l'environnement. Puis souvent, la réponse évidente à cette question-là, c'est les herbes hautes. On a tendance à voir les herbes hautes, on ne voudra pas aller dans les herbes hautes parce qu'on associe les herbes hautes à la présence des tiques. Il peut y avoir des tiques dans les herbes hautes, c'est très possible, mais ce n'est pas nécessairement leur habitat préféré. Leur habitat préféré, je vous le montre ici là, sur les différentes figures. Le temps de me trouver un laser. Vous voyez ici, on a une belle érablière. Dans une belle érablière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des feuilles, une belle couverture de feuilles les tiques aiment ça parce qu'ils vont aller en dessous des feuilles, puis ça va les feuilles gardent l'humidité, puis ça va empêcher leur mort par sécheresse, si je peux m'exprimer comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les forêts puis les belles érablières? Il y a aussi une belle canopée des arbres. Les arbres, la canopée, la couverture forestière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va empêcher les rayons du soleil de taper au sol, comme sur le bord des sentiers, là où j'ai mis des petites cibles. Puis, les tiques, s'ils ne sont pas exposés aux rayons du soleil, ça favorise leur survie. Donc, éventuellement, leur chance de piquer un être humain ou un animal qui passerait dans ce coin-là. Les tiques, on va aussi, au-delà des érablières, des belles forêts de feuillus, on peut les trouver dans les forêts mixtes, là, comme vous pouvez voir sur la 4e image en bas à droite. Bref, c'est ça notre cible dans l'environnement. C'est là qu'on va vouloir agir. Nous, on agit avec le modèle d'intervention que je vais vous décrire, mais c'est là qu'on va vouloir agir pour réduire la présence des tiques et éventuellement réduire la probabilité que vous ou vos animaux entrent en contact avec elles et éventuellement vous transmettent l'infection. Au-delà de cet habitat-là, de ce que je viens de vous décrire, il y a d'autres éléments qui font en sorte que les tiques vont être présentes dans l'environnement à différents moments dans la saison. Puis, ces enjeux-là définissent aussi beaucoup la manière dont on va intervenir, en fait. L'écologie, si je peux me permettre l'expression, l'écologie des tiques, des souris, va influencer comment on intervient puis où les tiques sont présentes. Puis cette diapositive-là, elle est très lourde, mais je me sens quand même toujours obligé de passer au travers parce que là, au-delà du fait que moi, je donne des acaricides aux souris, j'aime bien, puis que ça a un effet dans l'environnement, donc il y a moins de tiques, j'aime bien que vous compreniez pourquoi, en fait. Parce que c'est pas magique, puis c'est très complexe comme cycle. On agit sur ce cycle-là complexe. Quand on a des mécanismes complexes, on peut avoir des points sensibles dans ces mécanismes-là qui nous permettent d'agir, puis d'être très efficaces pour trouver des solutions. Puis pour vous raconter un peu l'histoire de la maladie de Lyme, puis comment notre objectif, comment on fait pour la réduire avec un acaricide qu'on donne aux souris, je vais vous raconter un peu la petite histoire. Puis la petite histoire, elle commence. Vous avez une larve ici, là. Si vous voyez dans le cycle et mon pointeur, vous voyez une tique qui est au stade larvaire. Donc, ça, c'est son premier stade. Quand la tique, elle sort de ses œufs qui sont ici, elle devient une larve. Elle devient une larve à quel moment? Lorsque vous voyez la figure là, en haut à droite, vous voyez que les larves, elles vont être actives, que nos tiques vont être actives en août et en septembre, lors de la première année, lors de l'été de la première année de leur cycle de vie. Puis c'est sous forme de larves que notre tique va se mettre en quête d'un hôte, qui est souvent une souris. Puis cette souris-là, elle est fréquemment porteuse de l'infection, donc Borrelia burgdorferi, qui cause la maladie de Lyme. Dans le cycle, vous voyez, quand c'est entouré en jaune, quand c'est jaune, c'est que notre individu porte la maladie de Lyme. Quand c'est en gris, il ne porte pas. Donc les larves ne portent pas la maladie de Lyme lorsqu'elles éclosent, lorsqu'elles sortent de leurs œufs. Elles vont l'attraper d'une souris qui est infectée. Par la suite, la larve qui va prendre son premier repas sanguin, donc le premier repas sanguin de la tique, va retourner dans l'environnement. Elle va faire une pause. Et là, au printemps de la 2e année de son cycle de vie, comme vous pouvez voir, au printemps de la 2e année de son cycle de vie, elle va se remettre en quête sous forme de nymphe. Quand je dis printemps, là, on retourne à la figure à côté. C'est de mai à août en général. Puis sous forme de nymphe, maintenant infectée
par la bactérie qui cause la maladie de Lyme, ben, elle va se remettre en quête d'un repas sanguin, son deuxième. Puis là, ben, c'est là que la nymphe va transmettre l'infection à une souris. Parce que les souris non plus ne sont pas infectées naturellement, puis elles ne se le transmettent pas entre elles. Ils ont besoin de la tique. Fait que c'est ça la dynamique ici. C'est la larve va attraper l'infection d'une souris, mais la souris va la rattraper d'une nymphe qui a été préalablement infectée. Fait que ça, tout ça, là, ça a l'air complexe, mais ça marche dans la nature, puis ça fait en sorte qu'on a des tiques qui sont infectées par la maladie de Lyme. La nymphe, elle, une fois qu'elle va avoir piqué sa souris, ben, la même année, généralement à l'automne, donc octobre, novembre, décembre, c'est là qu'elle va se mettre en quête d'un troisième hôte. Donc, généralement, c'est le cerf de Virginie. C'est pour ça que la tique Ixodes scapularis, on l'appelle fréquemment la tique du cerf. Ben, elle va repiquer le cerf pour lui permettre de pondre ses œufs. Puis ça, c'est particulier, vraiment à Borrelia burgdorferi, en fait. Lorsque l'adulte pique le cerf, il n'y aura pas de transmission aux larves. C'est vraiment, les larves ne sont pas infectées lorsqu'elles éclosent. Elles vont acquérir l'infection chez les souris dans l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on doit conclure là, de tout ce cycle-là, de cette histoire de la maladie de Lyme? C'est que les larves s'infectent sur les souris. Donc, c'est les souris qui sont porteuses de l'infection dans l'environnement. Les larves vont s'infecter sur les souris. Puis les souris sont infectées par les nymphes. Puis le cycle en pointillé là, que j'ai encerclé, si on arrive à le réduire ou à l'inhiber en faisant en sorte que quand une tique, que ce soit sous forme larvaire ou sous forme de nymphe, pique une souris, ben elle meurt. Puis si on arrive à réduire ou à arrêter ce cycle-là, ben on diminue la présence de tiques dans l'environnement, puis on diminue aussi la présence de tiques infectées. Donc on réduirait le risque éventuellement qu'un être humain ou qu'un animal de compagnie soit infecté par la suite. Puis ça, ben, c'est une stratégie parmi tant d'autres. L'utilisation de produits antitiques pour traiter ce qu'on appelle les réservoirs de Borrelia, qui est la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Mais il y en a d'autres interventions. On peut, par exemple, là, agir directement sur les tiques infectées dans l'environnement ou agir sur les autres, comme les cerfs. Parce que les cerfs, eux, vont, en piquant les adultes, en étant l'autre reproducteur, là où les adultes vont prendre leur repas sanguin, ils vont contribuer à générer de grandes densités de tiques. Donc, on peut agir sur ces autres-là aussi, en contrôlant les chevreuils, puis en modifiant l'habitat pour l'habitat favori des tiques que je vous ai décrit plus tôt, pour réduire leur présence. Ensuite, on peut aussi, et ça, c'est ce qu'on a fait dans le projet à Bromont, favoriser l'adoption de mesures préventives individuelles, des vêtements protecteurs, des insectifuges, puis des examens corporels. On va repasser ça avant la fin de la présentation pour être sûr que vous en soyez informés. Puis bien plus tard, là, ça c'est en clinique, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour prévenir la maladie de Lyme. Mais nous, pour des raisons... pour les motifs que je vous ai expliqués par rapport à la complexité du cycle, on a choisi de traiter avec des produits antitiques. Puis d'ailleurs, ces produits-là, c'est des produits qui sont utilisés chez les animaux de compagnie en clinique. Donc, si par exemple, vous allez chez le vétérinaire, que vous voulez faire traiter un de vos chiens contre les tiques, ben, c'est un produit tout à fait similaire qu'on utilise. Bon, comment on a fait ça? Comment on a accompli notre objectif de traiter des souris avec un produit qui tue les tiques pour réduire la densité de tiques infectées dans l'environnement, puis éventuellement aussi avoir des données, des mesures de cet effet-là. C'est important qu'on puisse évaluer l'efficacité de notre intervention. Bien, on a distribué 700 stations. Les stations, vous voyez dans la figure, c'est des petites boîtes noires. J'en ai mis une là, ici, là, qui est fermée, une ouverte, avec l'APA, qui est un mélange de notre médicament anti-tique, puis de beurre d'arachide pour attirer les souris. Vous voyez, moi, que je suis en train de distribuer les appâts ici, puis je vous ai mis une petite carte là, pour voir la distribution des sites. Il y en avait 13, 9 sites principaux où il y avait des zones où on mettait des appâts qui traitaient les souris, avec des zones en périphérie où il n'y avait pas d'appâts. Puis on a sélectionné 4 sites en orange, qui sont des sites témoins, c'est-à-dire on ne mettait pas d'appâts. Ce sont seulement des contrôles, puis c'est pour voir si, là où on distribuait des appâts, il y avait une différence par rapport à là où on n'en distribuait pas dans le temps. Puis si on voit une différence sur différents paramètres du cycle que je vais vous expliquer plus tard, c'est là qu'on conclut que notre traitement est efficace. Et on a fait le suivi de ces sites-là sur 4 ans, de 2019 à 2022. Puis, comme je vous disais, on a échantillonné des tiques partout
qu'il y ait des APA ou qu'il n'y en ait pas sur nos sites expérimentaux, on a échantillonné les tiques. Donc, à tous les mois, entre juillet et octobre, en fait, en juillet et octobre, pour voir s'il y avait des différences entre les sites contrôle et les sites où on appliquait l'intervention. Puis s'il y en a une, ça veut dire que ça marche. Je vous décris un peu plus les sites. En fait, on avait des sites principaux. Je vous les décris, c'est des sites là où il y avait des APA. Donc, on avait une portion centrale. Là, si vous regardez la figure en haut, on avait une portion centrale d'à peu près 250 mètres sur lequel on mettait des APA à tous les 10 mètres, donc des APA qui avaient notre produit acaricide. Puis ensuite, en périphérie, de chaque côté sur ces sites principaux-là, on ne mettait pas d'APA, mais on échantillonnait quand même en s'éloignant de nos stations. L'objectif derrière ça, c'était de voir si notre traitement est efficace au-delà de là où on appliquait les stations, si ça se diffusait dans l'espace. On avait des sites sans APA, ça je vous l'ai décrit, des sites complètement contrôle, qui servaient juste à voir, on était certain sur ces sites-là que nos souris n'étaient pas exposées au traitement et qu'il n'y aurait aucun effet en dehors de la variation normale là, associée à la météo ou au climat sur les tiques. Pour récolter les tiques, on a utilisé la méthode de la flanelle. C'est une méthode qui est assez facile d'ailleurs, qu'on peut faire chez soi. Là, si jamais vous êtes curieux, on attache un tissu de flanelle blanc, donc de la flanellette, je pense que c'est le terme français plus exact, là, à un tube de PVC, puis on passe ça sur le sol de la forêt. Les tiques sont bernées, donc on imite le mouvement des autres potentiels, des souris, des cerfs, elles sont bernées, puis elles s'accrochent. Puis une fois qu'on a distribué notre traitement, dans lequel il y avait nos APA, on s'assurait qu'ils étaient bien remplis. Les souris pouvaient visiter les APA, se traiter elles-mêmes. Puis éventuellement, nos souris, là, ils deviennent, puis là, je me plais bien à les appeler des tick killers. Elles sont traitées, les tiques qui montent sur elles, ils vont mourir s'ils les piquent. Et pour voir si ça marche, tout ça, au-delà de notre échantillonnage, avec la flanelle, à chaque 25 mètres, donc le long, lorsqu'on faisait notre flanelle, on mesurait notre surface échantillonnée. Puis sur notre surface échantillonnée, on comptait le nombre de nymphes. Je vous l'ai mis dans des carrés. Ça, c'est ce à quoi ressemble la nymphe. Pourquoi on utilise la nymphe? Parce que c'est le stade qui est vraiment associé au plus de cas de maladie de Lyme. Puis c'est une bonne mesure du risque de la maladie de Lyme dans l'environnement. Donc, nous, en utilisant cette mesure-là, si on voyait une variation, on était plutôt confiant, encouragé plutôt par le fait que notre traitement pouvait avoir un effet bénéfique. Donc, en mesurant la surface sur laquelle on échantillonnait les nymphes, ça nous a permis de déterminer la densité de nymphes par 1000 mètres carrés. Puis ça, on a fait des analyses avec ça. Ensuite, nos nymphes, on les récoltait dans des petits tubes, comme vous pouvez le voir là, sur l'image en bas à droite. On les récoltait dans l'alcool, puis ensuite, on les envoyait en laboratoire pour pouvoir identifier la présence de la bactérie, donc Borrelia burgdorferi, dans les nymphes, puis avoir non seulement une densité de nymphes, mais aussi savoir quelle proportion de nymphes étaient infectées dans l'environnement, puis pour voir si on avait un effet sur ces deux paramètres-là. Les résultats maintenant. Ici, vous pouvez voir, je vous ai mis un peu ça, c'est les graphiques là, que j'ai mis dans l'article dont Maria parlait au début. Donc, vous pouvez voir les 3 années dans lesquelles notre traitement était actif. Donc, notre traitement a pu avoir un effet sur la densité de nymphes par 1000 mètres carrés. Vous avez la diminution de la densité de nymphes. Là, ce qui est indiqué, c'est la diminution de la densité de nymphes. Puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet significatif. Donc, on sait qu'on a efficacement réduit la densité de nymphes en 2021, en 2022, dans les zones là où on distribuait les APA, pas dans les zones en périphérie des APA, mais dans les zones où on distribuait les APA, on a un effet significatif, une réduction de la densité de nymphes de 39 %. Donc, en moyenne, on a réduit de 39 % la densité de nymphes par 1000 mètres carrés dans ces zones-là où il y a les APA lorsqu'on les compare à des zones contrôle. Faut faire attention cependant lorsqu'on a une valeur relative comme celle-là. On a diminué, oui, de 39 %, mais qu'est-ce que ça représente? En 2021, c'est une diminution de 39 % qui représente à 14,5, arrondissons à 15 nymphes par 1000 mètres carrés.
Mais en 2022, il y avait généralement moins de nymphes dans l'environnement. Ce 39 %-là, ça correspond à une diminution de 3 nymphes par 1000 mètres carrés. Ensuite, lorsqu'on regarde le gradient, cette fois-ci, là, je vous ai parlé des zones en périphérie où on échantillonnait les tiques. On mesurait la distance des stations où les tiques étaient échantillonnés pour associer la densité de nymphes avec la distance du traitement, pour voir si on avait un gradient. Bien, vous pouvez regarder en 2019, dans nos sites, naturellement, bien, plus on s'éloignait des stations, plus la densité de nymphes était faible. Donc, on avait l'inverse de ce qu'on s'attendait, en fait. En 2020, cette association-là, significative, donc de réduction de la densité de nymphes à mesure qu'on s'éloignait des appâts, elle est renversée. Donc là, on a une droite, là, il n'y a pas d'effet significatif. On a une droite, c'est bien plate. On ne peut pas nécessairement conclure qu'il y a un effet, mais on voit que ça bouge, qu'il y a du changement. Donc, notre association de départ, observée due à différentes raisons, elle est un peu renversée. Pour voir bien, qu'en 2021-2022, notre courbe a complètement renversé. En fait, plus on s'éloigne des stations, plus il y a de nymphes. Puis c'est encore plus prononcé en 2022, bien qu'on ne puisse pas dire qu'il y ait vraiment une différence en 2021 et 2022. Ça, pour nous, ça confirme qu'il y a une association entre le traitement et l'abondance de nymphes, puis que ben, il y a un effet du traitement en dehors des stations, donc qui irradie dans l'espace. Mais encore une fois, il faut faire attention aux valeurs. Par exemple, en 2022, aux valeurs absolues de nymphes. En 2022, on est passé de 4 à 6 nymphes par 1000 mètres carrés. Faut vraiment toujours mettre ça dans un contexte où on observe des chiffres réels et non nécessairement des pourcentages de réduction. Les infections maintenant. Lorsqu'on a testé, on a diagnostiqué nos tiques pour la présence de l'infection. Donc, ce qu'on peut voir, encore une fois, vous voyez les années où le traitement était actif, puis la diminution relative de l'infection à l'intérieur de nos populations de tiques. Là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que en 2020-2021, dans toutes les zones échantillonnées, on a une réduction significative de la présence de Borrelia dans nos tiques et qu'en 2022, on l'a, mais uniquement lorsqu'on compare, aux zones dans lesquelles il n'y a pas d'appât. On a remarqué, donc, en bref, on a remarqué une réduction de l'infection des nymphes par Borrelia burgdorferi, mais il faut faire attention à cette observation-là, parce que lorsque vous regardez les valeurs, là, il y a des braquettes de chaque côté, bien, ces braquettes-là sont très, très larges, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas certain de la force de réduction. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un effet significatif. Puis, ben, on a fait les mêmes essais avec la prévalence, donc la proportion de nymphes infectées en fonction de la distance du traitement. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'effet significatif en 2019 lorsque le traitement n'était pas actif. Même chose lors de toutes les autres années. Donc, dans le fond, lorsqu'on regarde là, ici, ça, c'est la pente de ma droite. Là, nos droites sont tout le temps bien plates, bien qu'en 2021, il pourrait y avoir quelque chose, mais ce n'est pas significatif. On ne peut pas conclure qu'on a un effet. Même si, je vous dirais, on voit quand même un changement dans notre courbe. Là. On passe de quelque chose de bien plat à une tendance à vouloir augmenter, ce qui confirmerait un effet du traitement comme nos modèles statistiques ne le confirment pas, on ne peut pas conclure, en fait. Il est plus prudent de ne pas conclure. Maintenant, si on récapitule par rapport aux résultats, si on regarde la densité de nymphes par 1000 mètres carrés, on a une réduction de 39 % en 2021-2022. Lorsqu'on compare là où il y a des appâts à là où il n'y en a pas, et il y a une association entre la distance du traitement et l'abondance de nymphes dans l'environnement, qui confirme que notre traitement montre des signes encourageants d'efficacité. Quant à la prévalence, on a une réduction de l'infection par l'agent qui cause la maladie de Lyme, donc Borrelia burgdorferi. En 2020, 2021, 2022, lorsqu'on compare là où il y a des appâts, là, il n'y en a pas. Et seulement en 2020, 2021, lorsqu'on prend, là, on fait un agrégat de nos zones en périphérie, on a seulement un effet en 2020 et 2021. Et il n'y a pas d'association cette fois-ci entre la distance et la prévalence de nymphes infectées. Un enjeu que je veux porter à votre attention, c'est de faire attention aux valeurs de diminution relative. En 2021, on passait de 37 à 23 nymphes par 1000 mètres carrés, alors qu'en 2022, c'était de 8 à 5 nymphes par 1000 mètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire pour le risque, ça?
c'est pas clair. C'est vraiment pas clair, puis la littérature n'est pas claire non plus. On a de la difficulté à isoler théoriquement c'est quoi le lien entre la densité de nymphes infectées dans l'environnement et le nombre de cas qu'on va observer, bien qu'on sache qu'il y a une association significative. Parce que tout ça, là, comment dire, c'est la maladie de Lyme, ce qui fait en sorte qu'il y a des tiques infectés dans l'environnement. C'est un cycle complexe dans lequel il y a des facteurs météo, environnementaux, puis notre traitement, il interagit un peu avec tout ça. C'est pour ça que c'est compliqué, même si on a des effets significatifs, de conclure que éventuellement, on peut avoir un effet sur la santé publique. C'est pour ça qu'on fait des études, beaucoup d'études à long terme. Parce que là, je veux, comment dire, réintégrer le contexte que je vous ai présenté un peu avec vous au début de la présentation. En gros, la maladie de Lyme, c'est des êtres humains qui vont s'exposer dans leur environnement. Landscape, là, c'est simplement pour vous dire que les êtres humains s'exposent dans leur environnement à des tiques qui sont infectés par la maladie de Lyme. Puis, il y a différentes manières de mitiger ce risque-là, de briser ce cycle-là qui fait en sorte qu'il y a transmission d'une infection. Puis nous, en traitant des rongeurs, on n'agit que sur un seul aspect, qui est la présence de tiques infectées, mais il y en a plein d'autres aussi qui peuvent interagir. C'est pour ça que je tiens toujours à mettre en contexte les valeurs qu'on observe. Au-delà du 39 %, quand on réduit de 30 à 20 nymphes par 1000 m², qu'est-ce que ça veut dire pour la santé publique? 8 versus 5, qu'est-ce que ça veut dire pour la santé publique? Il y a on a bien peu de données qui nous permettent généralement de faire cette association-là. Puis généralement, c'est ce qui nous pousse à dire qu'un outil comme celui-là, puis les bons résultats qu'on a, les résultats encourageants qu'on a par rapport à l'étude d'Abromont, qu'on a fait à Bromont, permettrait d'utiliser, en fait, nous fournissent avec l'intervention un nouvel outil qu'on pourrait utiliser dans le cadre d'intervention intégrée. Une intervention intégrée, c'est quand on agit sur plusieurs éléments qui composent le risque de transmission de la maladie de Lyme dans ce cas-ci. On peut agir sur d'autres éléments qui vont réduire la présence des tiques, par exemple, comme les cerfs, la présence des cerfs dans l'environnement ou faire de l'aménagement paysager, ou on peut agir aussi sur d'autres facteurs comme la connaissance du risque, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en prémunir. Puis, en ce moment, on pourra en discuter si vous avez des questions. Il y a un vaccin qui est en développement qui vise à réduire les chances d'une maladie de Lyme suivant l'infection par Borrelia burgdorferi. Où on en est rendu? Parce que là, je vous ai un peu mentionné le fait que on avait besoin de faire beaucoup d'études. Puis il y a encore beaucoup d'études à faire pour conclure que notre intervention est réellement bénéfique pour la santé publique. En ce moment, il y a un projet qui s'appelle le projet Parc en santé qui est développé par des collaborateurs à moi, où là, on développe une intervention intégrée. Il y a celle qu'on a développée à Bromont dans le projet, mais aussi on l'applique au contrôle des populations de cerfs de Virginie. On met notamment, pour contrôler les cerfs de Virginie, on met des exclos, c'est-à-dire on met des barrières qui empêchent les cerfs de Virginie d'aller à certains endroits. Puis là, on voit quel effet ça a sur les tiques. Puis ça, si je me souviens bien, c'est une intervention qu'on applique au parc de la Yamaska en Estrie. On s'intéresse aussi comment intégrer ce type d'intervention-là dans un contexte de santé publique en intégrant leurs effets secondaires dans le processus de décision. Veut pas, ça reste qu'on applique un acaricide, qui est un produit chimique dans l'environnement. Donc, il faut toujours qu'on applique le principe de précaution, qu'on soit précautionneux, puis qu'éventuellement, on n'ait pas une vision de tunnel dans tout ça, puis qu'on tienne compte des effets, de ne pas générer plus de problèmes que de solutions en appliquant ce type d'intervention-là. Puis, il y a toujours la continuation, continuer à améliorer la connaissance du risque et la sensibilisation aux enjeux des maladies transmises par les tiques, au-delà de la maladie de Lyme, notamment, parce que les interventions dans l'environnement, même le vaccin, ne régleront pas 100% des enjeux associés à la présence des tiques et des infections qu'elles transmettent dans l'environnement. Donc, il va toujours être nécessaire de se prémunir soi-même et d'appliquer les bonnes méthodes de prévention. Au vaccin, notamment, là, je veux pas. Oui, on vaccine contre la maladie de Lyme. Il y a l'anaplasmose qui est un problème. Il y a la babésiose, on anticipe aussi que ça va devenir un problème. Puis ça, on n'a pas de vaccin encore contre ces maladies-là. Puis de mémoire, il n'y en a pas en développement, mais je peux me tromper. Mais fait que c'est ça. Un vaccin Lyme ne réglera pas l'enjeu des maladies transmises par les tiques en général. Donc, les mesures de prévention individuelles qui sont importantes à appliquer qui seront toujours importantes à appliquer lorsqu'on s'exposera à des endroits où les tiques sont présentes. Mais d'abord, il faut porter des vêtements longs,
préférablement de couleur claire. Les tiques ne sont pas moins attirés par les couleurs claires. C'est simplement qu'une couleur claire va permettre à vous de visualiser la présence d'une tique qui serait montée sur vous. Idéalement, vous mettez, là, comme la dame ici, les bas par-dessus le pantalon, comme le monsieur ici aussi. Vous mettez vos chandails dans le pantalon. Puis ça vise vraiment à retarder le contact de la tique avec la peau. Plus elle prend de temps à entrer en contact avec la peau, plus elle va te prendre de temps avant de vous piquer. Puis c'est mieux c'est l'idéal là, pour réduire la transmission. Il y a aussi des commerçants qui vendent de plus en plus des vêtements imbibés de permétrine. La permétrine, c'est un acaricide, pas de la même famille que ceux que moi j'utilise, qu'on a utilisés chez les souris, mais c'est quand même un acaricide. Puis c'est très, très efficace pour empêcher les tiques de monter sur vous et de vous transmettre l'infection. On peut utiliser des produits qui vont repousser les tiques, comme le DEET. Généralement, le DEET, on recommande un produit entre 20 et 30 %, une application sur l'ensemble des vêtements. Puis ça, généralement, cette application-là, elle est bonne pour 8 heures. Donc, après 8 heures, on doit recommencer le traitement si on est encore exposé. Sinon, il y a un produit alternatif. Si jamais, pour les jeunes enfants, par exemple, là, le DEET, c'est pas recommandé. Il y a la picaridine. On recommande une concentration dans les produits repoussants d'au moins 20 % et c'est bon pour 12 heures. On recommande aussi de faire, après une exposition, une inspection corporelle. Généralement, vous quittez un environnement où les tiques sont présentes, vous faites l'inspection, prendre un bain ou une douche, ça peut aider parce que, comment dire, vous avez une meilleure vue, là, une bonne vue sur votre corps. Puis, généralement, les tiques, là, ils vont piquer à différents endroits, entre les orteils, au niveau des jambes. Généralement, c'est dans le bas du corps, mais on en a vu aussi au niveau des aisselles. Donc, c'est vraiment de faire une inspection corporelle complète. Si vos vêtements, il peut y avoir des tiques sur vos vêtements, l'idéal, ce qu'on recommande, c'est de les mettre dans la sécheuse là, pendant 20 à 30 minutes. Ça va, généralement, les vêtements sortent, puis les tiques sont mortes. J'ai vu aussi une méthode alternative qui était un peu plus, comment dire, moins fréquemment utilisée, qui était de mettre les vêtements au congélateur. Et sachez que ça marche aussi, sauf que vous devez les mettre overnight, toute la nuit, généralement. Si vous avez été piqué par une tique, vous pouvez vous rendre à la pharmacie. Si vous vous rendez à la pharmacie, l'idéal, c'est de garder la tique parce que les pharmaciens en ont besoin pour voir si vous êtes éligible à la prophylaxie post-exposition contre la maladie de Lyme. Donc, on vous donne une dose d'antibiotiques lorsque vous avez été piqué par une tique, généralement pendant plus de 24 heures. Là, puis on peut le voir avec la tique. Fait que l'idéal, c'est de la garder. Soyez à l'affût des premiers symptômes de la maladie de Lyme qui vont survenir dans les 3 à 30 jours. Si jamais il y a une tique là, qui vous a piqué, puis que vous pouvez faire un petit cercle avec un stylo. Moi, c'est ça que je faisais parce que j'ai été exposé beaucoup aux tiques là, de par mes activités professionnelles. Je faisais un petit cercle autour. Puis si je voyais que ça commençait à grandir, ça ne m'est pas arrivé, là, mais si vous voyez que ça commence à grandir, qu'éventuellement vous avez une rougeur qui peut être dans une forme de cible très claire, comme vous voyez en haut, ou moins claire, là, en bas ici, là, bien, généralement, c'est là qu'il faut consulter un médecin. Cette rougeur-là doit faire plus que 5 cm. Puis là, c'est là qu'il faut consulter un médecin pour avoir pas une prophylaxie, donc une dose antibiotique, mais avoir une antibiothérapie, le traitement standard là, contre la maladie de Lyme. Soyez vigilants par rapport au syndrome grippaux aussi. Si vous avez une bonne grippe en été, là, douleur articulaire, douleur musculaire, ça peut aussi être une piqûre par une tique. Au niveau de l'anaplasmose, généralement, les symptômes surviennent plus rapidement, puis c'est des symptômes grippaux peu spécifiques. Fait que je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Puis un dernier fait très important, la présence de micro-organismes dans la tique n'est pas diagnostic d'une infection. C'est-à-dire que si vous envoyez une tique à un laboratoire, puis que la tique revient positive, ça ne veut pas dire qu'elle vous a transmis l'infection. Donc, ce n'est pas un bon outil de diagnostic. Je me fais souvent poser cette question-là. Est-ce que je devrais systématiquement faire tester une tique dans un laboratoire? Ben non. Ce n'est pas recommandé. C'est une des raisons d'ailleurs. Puis d'ailleurs, c'est une source inutile d'anxiété. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait des suivis de patients, on ne donne pas les résultats de la tique pour ne pas générer inutilement d'anxiété parce que dans un nombre très fréquent de cas, surtout lorsque la piqûre a été vue et que la tique a été retirée, il n'y a pas de transmission de l'infection. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Puis ben, je reste avec vous pour répondre à vos questions.
Ton micro, Maria. Merci, Jérôme. Merci pour les précisions concernant les projets. Donc, présentement, c'est le moment des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main et par la suite, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions, suggestions, commentaires? Je vais juste aller ici. Ça peut être par écrit aussi, hein. Je ne sais pas si les gens ont accès au chat. Je peux lire les questions au fur et à mesure, hein. Non, je ne vois pas des mains levées. Donc, j'imagine que toutes les informations sont assez claires, non? Mais je ne vois pas des questions présentement. On va attendre 2-3 minutes. Oui. Non. Oui, on a une question de Marie Marie. Doubet. Oui, je vous laisse la parole. Attends, je ne sais pas. Autoriser le micro, oui. Allez-y, Madame Doubet. Ah non, ça ne marche pas. OK. Oui, vous pouvez poser votre question, Madame Doubet. Je vois que la fonction micro est encore désactivée, mais que c'est activé temporairement tantôt. Peut-être refaire la procédure. Attends, Madame Doubet. Oui. Voilà. Madame Dubé, vous pouvez activer votre micro. Il est. OK. Alors là, ça va être correct. Je voulais tout simplement donner le commentaire suivant parce qu'il y a 2 ans, moi, j'ai attrapé une tique et probablement seulement qu'en travaillant sur mon terrain. Alors, c'est sûr que dans les exemples que vous donniez de promenade en forêt avec toutes les précautions qu'on doit prendre, moi, je demeure à Bromont, mais j'ai plein d'arbres, plein d'érables à l'arrière du terrain. Et puis je ne l'ai pas vu, la tique, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai eu l'infection, c'est-à-dire tout le rouge, là. Ouais. Alors, puis je me suis rendue à la pharmacie, mais compte tenu que je n'avais pas la tique en main, je ne l'avais pas avec moi, bien, je suis allée au centre hospitalier, puis finalement, j'ai vu un médecin, puis j'ai eu un traitement antibiotique, puis l'infection, elle a disparu. Mais c'est clair que partout, les gens qui ont des terrains où il y a des arbres, il y a des fougères, enfin, je pense qu'on est à risque un peu partout. Dès qu'il y a de la végétation, là, on n'a pas besoin d'aller dans les sentiers, juste à travailler sur nos terrains, ça demande de la prudence. Effectivement. Effectivement, puis vous avez raison. C'est-à-dire que vous êtes probablement dans une situation où votre quartier est dans l'habitat de la tique. Fait que si votre quartier est dans l'habitat de la tique, c'est de plus en plus fréquent là, en Estrie. C'est-à-dire qu'il y a des belles érablières autour de chez vous, puis bref, vous mettez un pied dehors, puis il y a de la probabilité qu'il y ait des tiques. Parce que quand vous êtes dans l'habitat de la tique, il y a des souris qui amènent des tiques chez vous, il y a des oiseaux qui amènent des tiques chez vous. S'il y a des cerfs, il y a probablement des cerfs qui amènent des tiques chez vous. Vous pouvez aménager votre terrain de manière à faire en sorte que les tiques survivent moins sur votre terrain. Par exemple, en favorisant l'utilisation de coins qui sont bien exposés au soleil ou en tondant bien le gazon. Mais bref, oui. Dans une situation comme celle-là, c'est très difficile d'appliquer les mesures de prévention individuelle parce que vous sortez de chez vous, puis vous pouvez rencontrer une tique, littéralement. Puis, je veux dire, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles on développe des produits qui vont permettre de réduire l'abondance de tiques dans l'environnement parce que, je veux dire, quelqu'un qui a un terrain qui est dans l'habitat de la tique, ben,
Je veux dire, porter des vêtements longs tout le temps, se vérifier tout le temps, ça peut devenir compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles on développe ce genre de produit-là. Mais vous avez raison, si vous habitez dans un quartier où autour de vous, c'est l'habitat de la tique, vous devez être vigilant constamment. C'est-à-dire, vous vérifiez, faire attention quand vous menez vos activités quotidiennes, là. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi, Jérôme, je ne sais pas si vous avez accès au chat. Oui. Oui, OK, parce que la madame Fournier elle pose la question concernant le produit un tube. Oui, ça c'est un produit qui a été développé depuis longtemps aux États-Unis, qui utilise la permétrine, justement, dont je vous ai parlé, les vêtements imbibés, là. Mais cette fois-ci, il y a dans les tubes en question des produits, du matériel de nichage pour les souris. Donc, les souris vont aller dans ces tubes-là, récupérer le matériel pour faire leur nid, puis se traiter comme ça avec la permétrine. Donc, un peu par mécanisme similaire, les tiques qui monteraient sur les souris mourraient, puis bon, ça diminuerait la présence de tiques dans l'environnement. Moi, je vous recommande de bien lire la notice du produit. La notice de ce produit-là, c'est aide à réduire la présence des tiques sur les souris. Parce que, est-ce que réduire la présence des tiques sur les souris ou tuer les tiques sur les souris, ça ne se traduit pas nécessairement dans l'environnement? C'est une des raisons pourquoi on fait des études longitudinales, sur du très long terme, pour être sûr qu'on observe une efficacité élevée, mais pas uniquement élevée, mais récurrente. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on applique l'intervention, on a une efficacité qui correspond puis qui suit, en fait, qui est constante, robuste, si je me permettre l'expression. Les produits qui utilisent du matériel de nichage et de la permétrine, si vous regardez la littérature scientifique, l'effet de ces produits-là sur la densité de tiques dans l'environnement, puis la densité de tiques infectées dans l'environnement, il y a énormément de résultats contradictoires. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais la raison pour laquelle c'est homologué, c'est que l'étiquette dit que ça peut réduire la présence de tiques sur les souris, puis ça, c'est vrai. Est-ce que ça se traduit dans l'environnement? Uncertain. La littérature, en fait, des fois oui, des fois non. En fait, ça peut dépendre du contexte. Fait que c'est la meilleure réponse que je peux vous fournir par rapport à ça. Merci, Jérôme. Nous avons aussi M. Sylvain. Je vous laisse la parole, M. Sylvain. Oui, bonjour. En fait, c'est son épouse qui a une question. Merci. Merci pour la belle présentation, Dr. Pelletier. Ma question, c'est en fait sur la densité des tiques infectées. Est-ce que vous avez remarqué à travers vos études une prévalence ou une densité supérieure après certaines conditions météorologiques? Non, bien, quand il pleut, la littérature sur le sujet, c'est quand il pleut, il y en a moins. Elles n'ont pas tendance à se mettre en quête. Elles sont plus actives, généralement, passé 4 degrés Celsius, c'est là qu'elles vont devenir plus actives. Puis ça va croître, cette activité-là va croître quand il fait beau soleil puis qu'on est dans les 20 et 30 degrés Celsius, là. Quand ça devient trop haut, après ça, ça a tendance à diminuer. Je dirais, c'est les meilleures informations que je peux vous donner. La météo des tiques, c'est pas nécessairement ma spécialité, mais je sais que quand il pleut, que le sol est mouillé, elles vont avoir tendance à moins sortir, mais je pourrais pas vous dire, non, traduire des conditions météo comme ça en densité. Puis j'essaie de me rappeler là, des articles que j'aurais vu passer par rapport à ça, puis je vois pas d'informations plus pointues qu'au-delà de 4 degrés Celsius, l'activité commence. Ça augmente à mesure que la température augmente. Puis quand on est dans les 20-30 degrés Celsius, généralement, ils se mettent en quête. Puis ils ont tout pour se mettre en quête de leur hôte puis trouver leur repas, là. Mais puis au-delà de certaines températures, là, ça rediminue parce qu'il fait trop chaud. Là, je ne pourrais pas vous donner de seuil, par exemple. J'ai une autre petite question à celle de madame. Les tiques, comment ils font pour s'agripper sur nous? C'est-tu parce qu'on manipule les feuilles? J'ai cru comprendre que ça ne vole pas.
J'ai cru voir même à la limite qu'il y avait un effet électrostatique là, où ils étaient attirés par une quelconque méthode là, envers nous. Et c'est à quelle distance qu'ils vont s'accrocher à nous et comment? En fait, il doit être en contact étroit avec vous. Elle, là, en fait, vous les voyez probablement pas, là, mais ils ont des pattes avant. Puis sur les pattes avant, ils ont des griffes. Puis dès que émettent ces griffes, c'est probablement il y a un terme plus fancy que griffes, là, scientifique, là, mais disons griffe ou ventouse ou quelque chose qui fait en sorte qu'elle s'accroche à vous. Mais c'est parce que vous avez été en contact étroit avec elle. Si vous manipulez des feuilles, qu'il y a une tique qui était là à ce moment-là, puis elle vous a agrippé, ben, c'est de cette manière-là qu'elle s'agrippe à vous. C'est vraiment un contact étroit. Il faut que vous la croisiez sur votre chemin. Elle ne saute pas, elle ne vole pas, puis elles vont être très près au niveau du sol. Celles qui vont aller plus haut, c'est les adultes, puis c'est elles qui vont, mettons, aller plus dans la végétation basse pour s'agripper un peu plus haut. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment au niveau des souliers ou quand vous touchez le sol qui vont s'agripper à vous. Merci. Merci, M. Sylvain. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas des mains levées. Je pense que nous avons terminé la session des questions. Donc, je te remercie, Jérôme, pour la belle présentation. Et merci à tout le monde d'avoir participé à la rencontre ce soir. Merci, bonjour. Bye bye. Merci tout le monde.